Euh, Eh bien voilà, c'est parti pour cette nouvelle table ronde. Alors, monsieur voilà, va se décaler très bien pour la caméra. Merci d'être avec nous en tout cas. Pierre-Marie Gaillot, on devait être 4 sur cette table ronde. On avait prévu une personne de chez L'Oréal qui n'a pas pu venir. La personne de chez Decathlon, Julien, est testé positif Covid depuis 2 jours, donc n'a pas pu se déplacer. Et Pierre-Marie, je suis très content que vous soyez là parce que sinon, voilà, j'aurais fait un numéro de claquette. Grand moment de solitude. Et voilà, grand moment de solitude. Alors, on va évoquer ce thème de la diversification avec vous, Pierre-Marie. Et déjà, je vais passer une petite annonce à Jeanne qui est en régie, qui m'entend, qui va pouvoir basculer sur ma présentation PowerPoint parce que finalement, j'ai du contenu. Je pense qu'elle qu'elle m'a entendu et qu'elle va nous mettre à l'image le contenu de ma présentation. Alors, Pierre-Marie, vous êtes, vous, architecte de la transformation 4.0 des entreprises au CETIM. On avait Muriel juste avant vous, le CETIM on connaît bien, mais on peut quand même rappeler globalement deux, trois éléments sur le CETIM. Et après, vous allez nous parler donc de votre quotidien, ce que représente la diversification pour vous, comment elle peut se faire sur les produits, sur les marchés, sur les process. On va évoquer tout ça avec vous et ça va être très intéressant, on va l'illustrer. Je vous laisse nous présenter un peu le CETIM. Oui, donc le CETIM, c'est le plus gros centre technique français. C'est 1100 personnes. C'est 250 consultants experts réseau autour de nous. C'est 6500 cotisants. Nous sommes sous la tutelle de la Fédération des industries de la mécanique et membre fondateur de l'Alliance Industrie du Futur. On a 3 métiers. 3 métiers, c'est beau. 3 grandes missions. Oui, c'est l'équilibre isostatique. Hein. On est mécanicien, on ne se refait pas. Donc voilà. Donc un métier qui sont sur la conduite et la participation d'activités de recherche mutualisées pour le compte des entreprises. Un volet qui est la déclinaison d'une offre globale et personnalisée de conseillers de formation et puis l'appui aux PME. L'appui aux PME, voilà. Et donc sur l'appui aux PME, j'aurai l'occasion de commenter ce petit dessin qui est mieux que de longs discours. Voilà. Carrément, et le dessin, on le voit, c'est vous qui l'avez fait, donc c'est le mind mapping un peu, c'est sur le process du mind mapping, de la pensée visuelle. On projette un peu et on voit beaucoup plus précisément, finalement, on arrive à faire une cartographie de ce qu'on veut dire avec ces éléments visuels. Alors, quelques éléments sur la diversification. Les premiers éléments de contexte. Quel est le grand principe selon vous dans la diversification? Alors moi, je vais vous parler de diversification au sens PME. Nous sommes PMistes. Je suis PMiste. Donc PMiste, c'est simple, hein, ça cherche des solutions simples et profondes à la fois, frugales, qu'on peut rapidement mettre en œuvre et directement opérationnelles. Donc c'est super compliqué, finalement. Et la diversification, elle va toucher 3 champs. C'est l'élargissement de la gamme, que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de marché ou que ce soit en termes de métier. Voilà. Et c'est les 3 points clés sur cette diversification. Et nous, on a l'habitude de dire que c'est important de sortir du halo du lampadaire. Parce que voilà, vous perdez vos clés, c'est plus facile de les chercher sous le lampadaire parce qu'il y a de la lumière que d'aller dans la forêt où il fait noir. Sauf qu'elles sont peut-être dans la forêt où il fait noir. Et la diversification, c'est aussi oser sortir de ces zones habituelles. Et on peut y sortir sur 3 volets: le produit, le process ou le marché. Et donc nous, on a un principe très PMI qui est de faire de la diversification par ramification ou par règle des 2 tiers. J'en garde 2 fixes et je fais bouger l'autre. C'est la prudence. Donc je garde par exemple sur mon même produit, sur mon même marché, comment je peux me diversifier avec de nouveaux process. Avec mes process, avec mes produits, comment je peux aller sur d'autres marchés. Et avec mes process sur mes marchés, quels nouveaux produits je peux faire. Et à partir de là, il y a toute une déclinaison méthodologique qui permet de sécuriser ces choix de diversification et de le faire bien en bon gestionnaire et en maîtrisant les risques surtout. Alors ça, je pense que c'est une équation qui est vraiment très intéressante à garder en tête. On a les 3, donc les produits, le marché, le process.
Et l'idée, c'est à chaque fois de trouver un pivot avec 2 fixes et un qui bouge. C'est une méthode de réflexion qui a l'air super puissante. Pour réfléchir à son business model, à son marché, à comment on peut développer, c'est vraiment à garder en tête parce que c'est très efficace. En fait, elle est issue de l'observation du monde des PME et du fait que se tromper, c'est embêtant. C'est fructueux des fois, c'est fructueux, c'est embêtant, mais c'est fructueux. Et puis, aussi par une expérience personnelle de start-upper, où on fait régulièrement tourner nos modèles, et chaque fois que je les fais tourner sur 2 piliers en même temps, je me suis toujours planté. Je me suis renseigné autour de moi, et tous ceux qui ont fait ça prennent un risque fort. Donc si on veut sécuriser sa diversification, voilà, on le fait avec la règle des 2 sur 3 fixes, et on bouge le 3e. Voilà. Excellent, et puis ça permet aussi d'y aller de façon plus ciblée quelque part. Quand on n'est que sur un, on est un peu monocanal, on se focalise vraiment très fortement et on a probablement plus de fiabilité dans la décision. En tout cas, quand on fait de cette manière-là, on sécurise sa prise de décision. Et on regarde les 3 scénarios différents, et ensuite l'entreprise choisira celui qui va être le plus vertueux pour elle, hein, et puis celui sur lequel aussi les collaborateurs ont envie de s'engager. Il ne faut pas oublier ça. La diversification, ce n'est pas que du produit, c'est pas que du process, c'est aussi de la transformation interne. Et c'est aussi l'envie de se diversifier. C'est compliqué, par exemple, pour un commercial d'aller vendre un produit sur un marché qu'il ne connaît pas. C'est compliqué pour un technicien d'expliquer un nouveau process qu'il ne maîtrise pas, etc. etc. Donc, ça permet de sécuriser tout simplement, oui. Donc cela, on a la partie après, tout de suite derrière, de la partie humaine, on va dire, où on va devoir expliquer, manager les équipes, leur faire passer le message, et ça va être un élan collectif. Ce que vous évoquez là, il y a peut-être aussi cette question de transversalité qui aujourd'hui se répand de plus en plus et devient de plus en plus nécessaire entre les services. Vous conseillez, vous, dans l'accompagnement CETIM, d'ouvrir un peu les portes et de faire communiquer davantage les équipes? Si je prends un petit peu de recul, il y a 4 fondamentaux que l'industrie française n'a pas réussi à relever massivement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trouvé des exemples, hein, mais d'une manière massive, c'est-à-dire à l'échelle des 30 000 entreprises industrielles de plus de 10 personnes. Le premier, c'est effectivement la montée en gamme pour sortir de la dictature des prix. Parce qu'on trouvera toujours moins cher ailleurs. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de passer d'une logique où je vends ce que je sais faire à une logique de construction d'un bouquet de services et d'utiliser un mot qui n'est pas forcément dans la bouche de toutes les entreprises, qui est de marketing stratégique. C'est-à-dire comment j'écoute le besoin et l'usage, et même si je ne peux pas y répondre, je trouve la solution pour y arriver. Donc ça, c'est un deuxième fondamental qui n'est pas massivement développé. Le troisième, c'est la diversification, ça nécessite de l'agilité, ça nécessite des organisations souples, ça nécessite de la réactivité. Donc on pourra parler d'organisation et de management. Et puis aussi, il y a tout ce qui est la notion d'intégration. Allez, si je le dis avec des mots plus simples, sortir des silos, qui soient internes, mais aussi externes. Parce que se diversifier, c'est apprendre à être un jour partenaire de quelqu'un qui est concurrent le lendemain. C'est d'apprendre à avoir un client qui s'invite dans les choix de conception, d'avoir un fournisseur qui s'invite dans les choix techno. Donc, il y a des frontières qui sont de plus en plus floues entre l'entreprise, les clients et ses fournisseurs. Et c'est des modèles d'organisation, des cartes mentales qu'il faut aussi apprendre à travailler. Donc, ces 4 fondamentaux-là, c'est des fondamentaux sur lesquels on conseille vraiment de travailler, puisque c'est eux qui feront monter en gamme l'offre française, puisque si on prend un petit peu de recul macro, et je ferai uniquement ça en termes de recul macro, nous avons des coûts de production haut de gamme et des produits perçus à l'extérieur comme milieu de gamme. C'est pas top en business model, hein. Ah bah oui, c'est que là, il y a un petit problème, comme vous évoquiez, dans le marketing et dans la stratégie, dans la communication aussi. Dans la communication. On est connu pour le luxe, mais effectivement, après, il y a toujours déjà aussi cette vision, tiens, la fabrication allemande, elle est top, et la fabrication française, bon, elle est un peu moins fiable. C'est ça un peu que vous évoquez? C'est quelque part, a priori. C'est quelque part, il y a beaucoup de métiers traditionnels mécaniciens où ce sont de véritables orfèvres. Sauf que voilà, il faut aussi apprendre à le faire savoir et à sortir de son propre savoir-faire pour aller vers une écoute plus empathique, j'ose utiliser le mot, une écoute plus empathique des besoins du client.
Vraiment. Et on le voit, alors c'est dommage, Julien de Decathlon qui n'est pas là, quand vous évoquiez cette idée de mettre le client directement dans la conception du produit, les grandes marques, ben, c'est pour ça que son témoignage aurait été intéressant. Chez Decathlon, il faut savoir que sur certains lieux de vente, au-dessus, il y a un genre, c'est pas un Fab Lab, mais il y a un petit atelier de bricolage, et des clients notamment pour le surf, pour tous les produits de la mer. Eh ben, quand ils viennent acheter du matériel, le vendeur va leur dire bah, tiens, bah, si tu as des idées, viens, on va aller là-haut, on va aller travailler un peu, on va voir ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait améliorer ton produit, parce que tu me dis que tiens, celui-là qu'on te vend, il lui manque un petit quelque chose, viens, on va essayer de le trouver là-haut. Et ça se développe comme ça. Dans le design thinking, il y a aussi cette idée de faire venir le futur client dans la conception du produit et de voir au plus près quels sont ses besoins. Donc c'est une vraie démarche aujourd'hui qui tend à se développer. Oui, tout à fait. Decathlon le fait, Seb. Très bien, Seb aussi. Seb le fait. Et puis si on prend un petit peu de recul, c'est grandes boîtes françaises, hein, disons-le, parce que quand les grandes boîtes françaises, ouais. Et prendre un peu de recul, c'est super malin, parce que vous flattez l'utilisateur qui va tout donner pour alimenter votre innovation, et à coût zéro. Bien sûr. C'est géant. Et en plus, ils vont en parler autour de lui et ça va être le meilleur vendeur de la marque. Ça va être l'ambassadeur. C'est vraiment tous ces aspects d'aller chercher ailleurs des sources de diversification sont assez intéressantes. Pour autant, il y a deux grandes familles de diversification. Il y a des moments où on se diversifie parce que c'est défensif. On perd une grosse partie de son chiffre d'affaires. Il faut retrouver des capacités pour simplement alimenter les machines, alimenter les bras qui sont là. Donc là, on va être plutôt dans une logique défensive où on va chercher des focus très particuliers. Et là, on va activer deux leviers, l'action commerciale et la réduction des coûts. Et puis, quand on n'est pas dans des situations d'urgence, et ça arrive aussi, eh bien on va pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus offensif, et là on va chercher à élargir son offre, à élargir l'efficience des équipes pour mettre en œuvre ce que vous êtes en train de décrire, et là on va ouvrir des opportunités vers des marchés qu'on n'imaginait pas avant. Par exemple, une entreprise toute petite, je peux la citer puisqu'elle a témoigné dans la presse, Sori, PME de 40 personnes spécialisées dans les caisses à outils. Caisse à outils, il n'y a rien de plus simple, c'est une tôle à gauche, une tôle à droite, une tôle au fond et des tiroirs. C'est le dernier fabricant indépendant français de caisse à outils. Il est des prix quasiment aussi proches que ceux des pays low cost. Voilà. Le 20 mars arrive, 2020. 20 mars. Il m'appelle et dit je sais que mon produit n'est pas un produit de première nécessité. Donc, je vais perdre instantanément 70% de mon activité. Donc, je vais m'appuyer sur mes fondamentaux. Mes fondamentaux, c'est le bon produit au bon moment, au bon prix. Quel était le bon produit au bon moment, au bon prix à ce moment-là? C'était des distributeurs de gel hydroalcoolique. Sauf que lui, il les a mis en œuvre parce qu'il avait une organisation et un outil de production souple et agile et reconfigurable. Et écoutez bien, en 2 jours, il a reconfiguré totalement son usine pour fabriquer des nouveaux produits qui étaient sur le quai le lendemain, qui partaient dans les réseaux de distribution. Et en mai 2020, il a fait un chiffre d'affaires supérieur à celui de mai 2019. Énorme. Mais c'est des trucs très excellent simples, exemple des choses très simples. D'agilité. Alors là, il y a une question d'échelle, très probablement. C'est valable pour des PME, justement. Il faut louer l'agilité et le potentiel de rebond qu'il y a dans les PME, parce que ce que vous citez là, c'est de se dire, tiens, j'ai une force de production, on a telle machine, est-ce qu'on peut faire ce petit distributeur à pied ou ce distributeur de gel? Oui, clac, on y va, on prend la décision, on y va. Mais tout ça, ça s'était préparé 3 ans à l'avance. Tout son outil de production a été reconfiguré et c'est une des clés de la diversification, a été reconfiguré pour être capable de faire des tailles de lot égale 1 au prix habituel de la moyenne et de la grande série. Il est passé aussi sur une reconfiguration de sa chaîne logistique pour être capable d'avoir des délais d'1 semaine quand ils étaient avant dans des modèles traditionnels à 6 mois. Ces opérateurs aussi sont devenus reconfigurables et s'auto-forment en permanence, et c'est tout ça qui a permis de préparer. Donc effectivement, la diversification,
c'est la diversification de produits, de services, mais pas que. C'est aussi de la diversification en termes d'organisation et de mode de management. C'est inscrit derrière moi en dessin. C'est ce qu'on retrouve sur les volets qu'on appelle richesse humaine ou New Deal Management, selon la manière dont on le dit. Voilà. Exactement. Et alors, dans ce que vous dites, là, j'entends le fait que l'agilité, c'est quelque chose qui se travaille, qui se met en place. C'est une dynamique, c'est un état d'esprit, en fait. C'est pas tout d'un coup, tiens, j'ai un problème, il va falloir que je sois agile pour résoudre ce problème. C'est de se préparer en permanence, quelque part, d'avoir cet état d'esprit, cette ouverture, de se dire, tiens, je reste un petit peu en veille, il y a quelque chose qui reste en veille à l'intérieur. Et dans les équipes, on prévoit les process de production, on prévoit son organisation pour pouvoir rebondir de temps en temps assez rapidement. Vous savez, un chef d'entreprise m'a donné la définition que je trouve la plus belle de l'industrie du futur. C'est me préparer à je ne sais quoi, je ne sais quand et je ne sais comment. Mais là, il faudra que je sois prêt. Et donc, il a eu une volonté, et Sori en fait partie, de dire que ce n'est pas par la maîtrise de la planification que je m'en sortirai, mais par l'agilité de décision et de réaction. Et ça, je vais le faire sur mon organisation, je vais le faire sur mes hommes, je vais le faire sur mes produits, je vais le faire sur mes marchés, je vais le faire sur mon outil de production. Voilà. Et c'est ça les méthodes que porte le C-Team dans la transformation, c'est se préparer à je ne sais quoi, je ne sais quand, je ne sais comment. Et ce que vous évoquez là, c'est qu'en fait, c'est une couche un peu supplémentaire. L'organisation aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup travaillé dessus avec les ERP, avec tous les logiciels de gestion qu'on a aujourd'hui. La planification, elle se fait bien. On l'a, c'est un des outils quand même forts parce qu'il faut qu'il y ait une rigueur, il faut que les équipes puissent fonctionner très rapidement et avec beaucoup d'efficacité. Et par contre, cette agilité et se préparer à je ne sais quoi, je ne sais quand et je ne sais comment, eh bien, c'est une couche supplémentaire qu'il va falloir plugger un peu sur les équipes, sur le travail, en testant peut-être même de temps en temps. Pourquoi pas? Est-ce que vous incitez les entreprises que vous accompagnez à faire des petits tests comme ça de temps en temps d'agilité? Oui, alors déjà pour préciser, on a encore besoin de Lamarck et pas 100% de Darwin. Il y a des moments où il faut du Darwin, il y a des moments où il faut du Lamarck et des process maîtrisés pour qu'on sorte la qualité. Et oui, le test and learn, mais la méthode par apprentissage, j'aime pas le mot droit à l'erreur. Parce que ça met erreur, et erreur, ça veut dire. Mais le droit à l'expérimentation. Le droit, tu as un joker, une fois que tu l'as grillé, c'est fini. Mais le droit à l'expérimentation. Et de se dire que les expérimentations réussies d'aujourd'hui seront les standards de demain. Je cite Éric Payan du groupe Bosch. C'est fabuleux comme ligne directrice. Les expérimentations réussies d'aujourd'hui seront les standards de demain. Ça veut dire que je teste, tout ne marchera pas, mais ce qui marchera, c'est ça qui me fera mes utilités sur lesquelles je ferai mon business model et ma marge. Donc oui, il faut apprendre à sortir du bon élève, du cahier de notes et d'avoir bon du premier coup. Mais il faut le faire dans un esprit PME, PMiste, c'est-à-dire sans mettre un genou à terre, à l'entreprise dans ses choix. Donc je préfère notamment beaucoup plus raisonner en perte acceptable qu'en ROI. Le ROI vous pousse à trouver la meilleure solution dont vous n'en avez jamais. La perte acceptable, c'est je teste, si ça ne marche pas, voilà. Et tout ça, ça me vient d'histoire personnelle dans le monde du sport. Hein. Dans le monde du sport, j'ai une start-up dans le monde du sport. Et en fait, les sportifs disent toujours, on ne perd jamais, on gagne ou on apprend. Oui, c'était une phrase aussi de Mandela. Enfin, moi, je la connaissais via Mandela, mais exactement. Et je l'ai pratiqué dans le monde de la compétition de haut niveau. Et effectivement, c'est ça que les entreprises sont en train d'apprendre aujourd'hui. Je donne juste un chiffre. Juste un chiffre. Les experts disent qu'à l'horizon 2030, il y a au moins un métier sur deux qui mutera profondément. Pas qui disparaîtra, qui mutera profondément. Pensez-vous qu'en utilisant uniquement la formation initiale et la formation continue, on arrivera à relever le challenge de l'évolution des compétences? Il faut bien apprendre à apprendre autrement. C'est ça aussi la diversification. Et ça a été la réussite de Sori. Ils ont appris à apprendre autrement et ils se sont reconfigurés très rapidement. Et bien sûr, industriellement, l'outil de production était capable de le faire. Et numériquement, il y avait les jumeaux numériques, il y avait plein de technos qui étaient derrière qui permettaient de mettre au point rapidement le produit.
C'est une notion là qui est importante aussi, hein. Il y en a beaucoup finalement, vous évoquez beaucoup de notions importantes. Dans l'enseignement aujourd'hui, on apprend à apprendre cette notion-là d'ouvrir le monde de la connaissance finalement et de se dire, tiens, je vais me former tout au long de la vie. C'est cette idée de formation tout au long de la vie qui est une notion aujourd'hui fondamentale qu'on n'avait pas forcément dans les générations précédentes où on apprenait un métier puis on se disait, tiens, je vais faire ma vie là-dessus. Là aujourd'hui, il y a plus cette notion de schlag, d'auto-apprenance et puis de pouvoir agréger des briques pour évoluer de la façon la plus agile possible. Oui, puis on peut en donner une illustration criante. Quand je suis sorti de l'école, on m'a dit, avec ce que tu as appris, tu es capé pour toute ta vie professionnelle. À peu près une vingtaine d'années de durée de vie des technos que tu as appris. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Donc, au bout de 2 ans, on peut dire qu'on est... Voilà. Donc, si on n'est pas en apprentissage permanent, c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de l'APEC, par exemple, avec qui j'ai eu le plaisir de faire des conférences sur le sujet, qui disent, oui, ce chiffre-là, il dit tout. Il dit, voilà, on sort de l'école, voilà, 18 mois. Donc derrière, il faut qu'on apprenne à apprendre. Et donc, on invente d'autres modes de management, d'autres modes d'animation, d'autres modes d'apprentissage pour pouvoir justement faire ces diversifications et saisir les opportunités, les signaux faibles que vous voyez à gauche sur les dessins, tout ce qu'on appelle les grandes tendances. Il y a plein de signaux qui arrivent. Ceux qui savent les voir, ceux qui savent les percevoir avant les autres, ben, ils vont être capables de mettre sur le marché des produits que d'autres ne sauront pas faire. Justement, puisqu'on était sur les dessins, on va peut-être passer sur ce deuxième dessin. On va parler de la route de la transformation. On a déjà évoqué pas mal de thèmes, mais on peut regarder plus précisément sur cette route les différentes étapes que vous avez mises en lumière. Alors, on a le partage de la vision au départ, dans le lancement. Pour vous, c'est le point de départ? Je vais partir par la fin. On va partir par la fin. Ouais, bon, non, voilà. Ça, c'est pour vous contredire. C'est le plaisir de vous contredire. Non, c'est le Graal que cherche l'entreprise. C'est un petit peu comme les sportifs qui battent des records du monde seconde par seconde. Donc, c'est le quart d'heure d'avance, pas plus. Et puis, c'est le Graal de l'efficience et de la qualité du travail pour simplement attirer les gens et avoir une image qui attire. Et pour ça, effectivement, il y a au départ une réflexion sur la vision, sur pourquoi j'entreprends, qu'est-ce que je veux entreprendre, et puis surtout de commencer des premiers chantiers qui vont mettre en mouvement. Si je vous fais une analogie avec l'automobile, les lieux sur lesquels on consomme le plus d'énergie, c'est l'arrachement. Oui, c'est comme la fusée au début. C'est ça. Dans la transformation, c'est pareil. Trouvons la première action qui permet d'avoir un arrachement qui se fait, donc une mise en mouvement qui se fait. Et souvent, ce n'est pas l'action la plus rentable ou qui paraît la plus pertinente. C'est celle qui va mettre le plus en mouvement les personnes. Et puis, vous allez avoir ce mouvement qui va faire, qui par son déploiement continu va donner de la maturité à l'entreprise. Elle va avoir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et elle va affiner sa vision. Et donc, c'est pour ça on dit que la transformation, c'est jamais fini. Une feuille de route, c'est tout sauf figé. Quand elle est élaborée, elle est fausse. Donc, on continue sans arrêt à la faire. Donc ça, c'est la partie haute du dessin. Et puis, on voit que sur la partie basse, c'est un des 4 fondamentaux que l'on a vu, sur lesquels l'industrie française n'a pas réussi à relever massivement le challenge. C'est l'écoute empathique du client. Et non pas le client comme quelqu'un qui je vais vendre bon produit, donc c'est vraiment l'écoute empathique, c'est la mobilisation des gens, le partage des expériences, des envies d'agir. Dans mon équipe, on n'a pas d'organigramme, on a un bubblegramme, j'aime pas. Je sais pas. Et avec ça, ça suffit. On n'a pas besoin d'autres éléments. Et puis, l'autre, c'est croiser des talents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule personne, il n'y a plus un seul service, il n'y a plus une seule entreprise qui seule est capable de résoudre la chose. Et ça, c'est le 3e des 4 fondamentaux, c'est sortir des silos. Vraiment, alors les talents croisés, et ce que vous avez dit avant, c'était donc le bubble, j'aime ou j'aime pas, c'est ça, ça c'est une façon, et où je sais pas, c'est une façon très rapide et très première, très claire, qui évite les malentendus. C'est un mode de management qui est assez intéressant, ça. Ça permet d'éviter que la personne mette son cerveau dans l'armoire en rentrant dans l'entreprise. Parce qu'il y a plein de choses qu'on aime, et ça permet simplement de révéler un talent
Oui. Et à partir de révéler le talent, de donner la possibilité de le mettre en œuvre. Alors que si vous faites une analyse scientifique d'un poste, vous passez à côté de tout ça. Donc pourquoi éviter une question extrêmement simple, mais profonde à la fois, frugale, facile à mettre en œuvre, qu'on peut tout de suite opérer. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Voilà. Il y avait aussi dans les petits mantras comme ça de management, un que j'aime beaucoup, c'est celui qui veut faire trouve un moyen, celui qui ne veut pas faire trouve une excuse. Et là, c'est pareil dans le management du travail. Tiens, tu veux faire, quel est ton moyen? Il y a quelque chose de très fort et de très limpide dans cet axiome. Et on se rend compte que la simplicité aujourd'hui, dans ce monde très complexe, la simplicité du management, ça donne beaucoup d'armes et beaucoup d'atouts. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça donne beaucoup d'armes et beaucoup d'atouts à partir du moment où il y a un collectif qui partage des valeurs partagées. D'où l'idée de la vision au départ. Parce que sinon, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc il y a quand même cette vision au départ. Et puis une autre phrase qui m'avait marqué, qui était celle de Monsieur Lemoine, qui faisait de la recherche en innovation et en motivation. Il disait plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'implique, plus je m'applique. Et j'ai appris ça tout de suite et ça berce depuis ma carrière de cet aspect-là. Et puis c'est vrai, c'est tout simple, mais parfois ça paraît tellement simple qu'on nous dit mais non, c'est trop simple pour que ça marche, donc on va passer à côté. On va faire autre chose, on va faire des trucs bien plus scientifiques et plus techniques. Mais aujourd'hui, il y a quand même une vraie envie de simplicité. Je pense quand vous arrivez, tiens, j'aime pas, quand on a un dialogue, un relationnel simplifié avec les gens, c'est appréciable, comme dans le BTP, comme dans tous les métiers en fait qui sont très pragmatiques, très pratiques, où on sait et on voit ce qu'on fait. Il y a cette notion-là de tiens, ben, c'est bien fait, c'est mal fait, enfin, c'est clair. C'est un peu dans les métiers nébuleux qu'on a des fois des absences ou des choses très compliquées dans le management. Les soft skills sont importants aussi, mais si on prend un petit peu de cynisme, en faisant ça, qu'est-ce que l'on fait? On a la capacité d'élaborer une cartographie des actifs matériels et immatériels de l'entreprise. Et quand on a la cartographie des actifs matériels et immatériels, vous appelez un acteur comme le CETIM qui connaît les besoins des filières et des marchés pour savoir qu'est-ce qu'attend une filière, qu'est-ce qu'attend un marché, quelles sont les barrières à l'entrée, etc. Et vous faites le parallèle et ça lève des barrières. Et donc, c'est pas de l'éjanvélisme, c'est au bout, on veut des euros. Et si vous regardez le message de tout à l'heure, au bout, il y a des euros. Parce que s'il n'y a pas d'euros, il n'y a pas d'entreprise. Quand vous dites là, le Graal au bout, c'est d'avoir ce petit quart d'heure d'avance. On évoquait la compétition tout à l'heure avec les secondes grappillées. On est un peu dans cette réflexion-là, hein, bien sûr, du champion qui a déjà fait beaucoup, qui maîtrise tous les process, mais qui va aller optimiser tous les paramètres de production, comme le sportif va dire, tiens, ben, les skis, il faut qu'ils soient affûtés comme ci, la combinaison, on va gagner un petit peu là-dessus. Il y a cet état d'esprit aujourd'hui dans toutes les entreprises qu'on voit ici, de dire où c'est que je peux trouver des points d'efficacité supplémentaires et je vais les gagner, comment. Donc ça fait partie aussi de la transformation, elle est aussi au quotidien quelque part. Oui, et un peu de pragmatisme. Il y a aussi beaucoup de fondamentaux industriels à remettre en place. Ça a été l'objet du plan 10 000 entreprises qui a permis de rebâtir des fondamentaux industriels. Donc on s'est occupé de mieux faire aujourd'hui ce qu'on faisait hier. Et c'est essentiel, fondamentaux. Sur la base de ces fondamentaux, plus les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, ça permet d'imaginer justement des notions de diversification où on va sortir du halo du lampadaire. Mais vous ne sortez pas du halo du lampadaire si vous ne maîtrisez pas vos fondamentaux. Parce que tout ce qu'on se raconte là, si on ne maîtrise pas les fondamentaux, c'est justement pas à faire. Hein. C'est parce qu'il n'y a rien de tel pour mettre le genou à terre de l'entreprise. Donc, on a des fondamentaux, et sur ces bases des fondamentaux, on peut lâcher des choses derrière. Mais il ne faut pas non plus oublier que si vous n'avez pas de fondation, ben, le pieu, il s'enfonce. Hein. C'est la structure et l'émotion, ce qui constitue et ce qui fait bouger. Vous avez évoqué tout à l'heure là, le début, le partage de la vision, la mise à feu avec l'entraînement des équipes. Et par contre, là, c'est vrai qu'il faut une assise très très forte. Il faut une belle structure, qu'il y ait une véritable fondation. Et puis là, on crée le mouvement et on emmène tout le monde. Donc, les deux vont de pair quelque part, la structure et le mouvement.
Complètement. Et justement, le thème de la diversification et de la montée en gamme est en ce sens fabuleux, puisqu'en fait, il embarque en même temps les fondamentaux et puis les petites choses qui vont faire la différence pour qu'on sorte de fait de dire, plutôt que de chercher à faire moins cher ce que je fais aujourd'hui, on trouvera toujours moins cher ailleurs. Comment je peux faire autre chose et dégager davantage de marge, parce que financer le mouvement tel qu'il est là, ça coûte énormément cher. Vous parliez d'essais-erreurs, il faut les financer, les essais. Et si vous n'avez pas une structure qui vous permet de financer ces essais, vous ne pouvez pas vous permettre de les financer. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi dire quel est dans ma carte d'empathie du client ce que je peux proposer comme service complémentaire qui va me permettre de, etc. etc. Avec toujours cette idée de perte acceptable dans les essais, dans tout ça, de bien le formaliser au départ. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Alors, vous en avez cité tout à l'heure un avec la caisse à outils et puis la personne qui bascule tout d'un coup sur les... Imaginez cette entreprise, quel était son levier de diversification? Il y en a un à un moment donné qui était le 20 octobre de passer de la caisse à outils au distributeur de gel. Ensuite, il est revenu à son métier. Bien sûr. Aujourd'hui, vers quoi a-t-il diversifié? Je vous donne un mille. Il fait toujours des caisses. Question, il fait des caisses. Alors, il est passé de la caisse à outils, il fait des caisses à, à pique-nique. Il fait des bagnoles de luxe. Des bagnoles de luxe? Il a créé une nouvelle marque automobile qui s'appelle Devalier. C'est des caisses et c'est fait avec les mêmes outils industriels que celui qui fait la caisse à outils à côté. D'accord. Ça c'est des démarches qui montrent qu'il est sorti complètement du halo pour aller faire une diversification. Et vous avez l'usine qui fait des caisses et une aile qui fait d'autres caisses. D'accord. Caisses à outils, des bagnoles. D'accord. Eh bien, carrément. Sur tout le site internet, c'est accessible. C'est fabuleux comme histoire de diversification. Voilà. Tout à fait. Et on voit que c'est la clé de demain. On a beaucoup évoqué sur ce salon, bien sûr, l'actualité, avec cette séquence sanitaire pendant 2 ans. Aujourd'hui, le conflit Russie-Ukraine. On voit que ça bouscule vraiment tous les modes de fonctionnement, le transport, la logistique. Et on voit dans la diversification, on était sur l'économie circulaire juste avant, c'est des choses qui vont ensemble finalement. On a presque l'impression qu'on prolonge un peu la thématique d'avant dans l'économie circulaire, parce que ce fabricant de caisse à outils, il dit qu'est-ce que j'ai sur mon marché local là aujourd'hui, je ne vais plus avoir d'approvisionnement qui vient d'Asie, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est des thèmes qui sont intimement liés presque. Je vais vous donner un exemple, que vous tendez la perche là-dessus. Une entreprise qui fabrique des équipements de compactage. Son savoir-faire, c'est de compacter des choses. Voilà. Et il s'est diversifié, il y a quelques temps déjà, dans ce qu'on appelle les bouts de rectification. Ouais, vous voyez une pièce mécanique, vous rectifiez, donc il y a une meule dans laquelle il y a des produits avec de la grosse valeur capitalistique, et cette partie-là, c'est un déchet qui coûte de l'argent. Pourtant, il y a plein de richesses dedans. Et il y a une idée qui était très simple, c'est de dire, ça aujourd'hui, c'est un déchet qui me coûte à évacuer. Maintenant, est-ce que ce déchet, je peux en faire une nouvelle matière première qui me donnera non pas un coût, mais un gain? Et le delta entre les deux, ça finance la machine. Et aujourd'hui, sur le marché, vous avez des compacteurs de bouts de rectification ou de bouts d'usinage, ou de bouts etc., qui reviennent directement dans le cycle des aciéries. Mais c'est le bon sens qu'il a fait. Ça me coûte, comment ça pourrait moins me coûter? Voilà. Et au milieu, il y a une solution mécanicienne. Bon. Énorme. Alors, on pourrait continuer très très loin cette discussion. C'est passionnant. Je vois le chrono qui tourne. Il nous reste 1 minute. Comment on termine bien sur cet esprit de diversification? Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y avait l'histoire des 3 pivots. Du pivot avec les 3, j'ai 2 fixes et 1 qui tourne, ça c'était vraiment majeur. Il y a cette jolie petite phrase aussi, donc plus on m'impose, plus je m'oppose, et plus on m'implique, plus je m'applique. Ça, je sens que c'est très fort aussi sur le plan personnel et management. On finit sur la passion. Dites-nous un petit mot de sport. Je vous donne une dernière. Sans l'humain, l'entreprise n'est rien.
Sans l'humain, Ça l'entreprise. l'est de n'est moi, rien. celle-ci. Voilà, voilà, on peut rester là-dessus. Ça sera le joli mot de conclusion parce que dans l'humain, il y a toute la diversification qu'on connaît du monde. Hein. On est tous pareils et tous semblables et à nul autre pareil. Donc, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Pierre-Marie. C'était passionnant et au pied levé comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. On va enchaîner dans quelques minutes maintenant en parlant d'énergie, un autre sujet fondamental cette année pour le salon et tous les industriels qui sont avec nous. Un grand merci, Pierre-Marie Gaillot. On vous retrouve sur le stand du CETIM. Merci à vous.